Merci. Ah oui, sur la Est-ce que j'ai tout? C'est sympa. Vous avez bien raison, les places sont moins chères. Ah ouais, c'est ça là. C'est pas moi, je cherche un On n'est pas méchants. Ça nous rassure. Ça vous va? Très bien. Pas de problème. Bonsoir à tous. On va pouvoir démarrer. On est un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est tant mieux, c'est plus convivial. C'est donc la troisième soirée débat que nous organisons en parallèle de l'exposition Espace public qui se tient à la Maison des Ensembles juste à côté. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la découvrir. Je crois qu'il ne reste plus de plans parce qu'on a fait visiter des classes de lycée cet après-midi qui les ont tous piqués. Mais vous avez peut-être moyen de trouver quelqu'un qui peut vous faire le tour. Dans ce cas-là, il faut vous diriger vers les membres de l'association On a pensé à un truc qui organise l'exposition, qui vont maintenant lever la main dans le fond de la salle. Allez Mathéo, on lève la main ici. Voilà. Donc ces personnes-là pourront vous aider à faire le tour de l'exposition après la soirée débat. Alors, cette soirée débat portera cette fois-ci sur le projet participatif. C'est en lien donc avec le troisième étage de l'exposition qui amène la problématique de résilience, donc d'élasticité de la ville dans la création du projet. Donc l'idée était de dire, est-ce que le projet participatif est facteur de résilience, d'une meilleure adaptabilité de la ville au renouvellement urbain? Donc, avec nous pour en discuter ce soir, nous avons 5 intervenants de grande qualité que je vais laisser se présenter eux-mêmes un peu plus en profondeur après les avoir cités. Donc, Anne Labreuil qui est avec nous, Maria João Pita qui nous vient du Portugal, enfin, j'ai un peu de temps alors ça va. Christophe Père qui est avec nous également, Héloïse Blois et Jean-Baptiste Ingel, qui aura la lourde tâche ce soir de représenter le côté des habitants dans le projet participatif, un côté des habitants, avec le collectif Vers Nation, quand il nous parlera de ça tout à l'heure. Donc je vous laisse le micro avant de passer aux questions. L'idée de ce soir, c'est donc de discuter d'abord avec quelques images que je vais projeter du projet participatif, pourquoi, comment, avec qui, et quelles attentes on peut avoir là-dessus, quelles attentes les institutions peuvent en avoir. Donc avec quelques éléments de réflexion qui vous seront projetés au-dessus et dont on pourra discuter ensemble. Et ensuite, on ouvrira les questions afin d'avoir un échange avec le public. Et ça devrait durer au total 1h30 normalement. Et on rouvrira le bar derrière. Donc normalement, maintenant, le bar doit être fermé. C'est trop tard pour ceux qui n'ont pas pris à manger. Pendant la durée du débat. Voilà, donc je laisse la parole à nos invités pour qu'ils se présentent un petit peu leur action en lien avec la thématique de la soirée. Bonsoir, donc Christophe Père, je suis paysagiste au sens assez classique du terme. Je travaille sur des études de paysage, de maîtrise d'œuvre, mais je fais également partie d'un collectif qui s'appelle Dérive, qui lui travaille sur l'espace public d'une manière un peu différente, notamment dans le domaine de la construction matérielle, j'entends. On en reparlera tout à l'heure peut-être. Bonsoir, je suis Héloïse Blois, je suis urbaniste, je travaille dans une agence qui s'appelle etc. Et je travaille depuis plusieurs années, notamment avec Christophe, sur des méthodes un peu alternatives notamment pour ce qu'on appelle le programme dans la ville, ce qui est le cahier des charges qu'on donne aux architectes, aux paysagistes qui vont dessiner. Donc c'est pas la question de à quoi ressemble le design, mais à quoi sert le design. Et donc évidemment, comme il sert en expert les habitants, la question de faire avec les habitants, décider avec les habitants est très importante. Vous m'entendez? C'est bon? Bonsoir, donc moi je suis Anne Labreuil, architecte urbaniste aussi. J'ai aussi commencé ma carrière sur des projets d'espace public, mais de manière plutôt traditionnelle. Et depuis quelques années, je me suis rapprochée de mes anciens camarades du bruit du frigo
qui développent depuis plus de 20 ans maintenant des projets participatifs. Et ensemble, on a été missionnés par la mairie de Paris pour travailler sur le projet de co-conception et de co-construction de la partie est de la petite ceinture, voilà, sur lequel on travaille depuis 1 an et demi. C'est pour ça que je suis là ce soir. Alors, ma profession n'est pas dans la concertation, mais au départ, je suis consultant dans le logiciel qui s'appelle Drupal, qui sert à faire des sites participatifs. Et je m'intéresse toujours aux questions de végétalisation. J'ai été impliqué dans mon quartier et j'ai créé un collectif avec des habitants pour ne pas attendre que la place de la Nation soit rénover et commencer à végétaliser tout autour dans les rues. Et donc ce collectif s'appelle Vernation. Et on a été amené un peu à participer avec le collectif qui lui est professionnel, qui s'appelle aussi collectif, mais qui s'appelle Coloco. Bonsoir. Je m'appelle Maria-João Pita, je suis en effet portugaise, j'habite à Paris depuis un moment. Et je veux commencer bien sûr pour remercier les organisateurs et aussi à tous ces gens qui, comme moi, ont accepté d'être ici ce soir pour discuter un peu ensemble, ça me fait encore plaisir. Et j'ai fondé Atelier de Roue en 2014, c'est une espèce de 3M, c'est un manifeste, un message, une méthode. Et l'objectif de base d'Atelier de Roue, c'était de créer un outil, une aide, qui puisse agir du top-down et du bottom-up pour décloisonner, ouvrir et démocratiser un peu le processus du urban design. Donc l'objectif, c'est de créer, de simplifier la façon comme un urban designer peut procéder pour dessiner nos espaces publics et les rendre plus accessibles et plus simples. Voilà. Et on pourra continuer à discuter. Je peux donner plus de détails au long de notre débat. Je passe la parole. Merci à tous. Donc maintenant, on va passer à la première partie de cette soirée, qui va être une partie de discussion plutôt entre les intervenants. Donc je vais proposer aux intervenants 5 ou 6 questions, et ensuite je vais laisser la parole pour y répondre. Ça va traiter largement du projet participatif. Alors, première image, nous avons ici un extrait de la campagne du budget participatif parisien. Donc je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette idée de budget participatif qui a été lancée à Paris pour la première fois en 2014, qui depuis est renouvelée tous les ans, qui est une grande opération de l'hôtel de ville en forme d'appel à idées envers tous les habitants et les usagers de la ville de Paris pour orienter les fonds publics d'investissement sur certains projets, certains autres, en fonction des propositions des habitants. Donc c'est une démarche mise en place par la mairie de Paris pour prendre en compte la vie des habitants et essayer d'améliorer les politiques publiques en prenant en compte la vie des habitants. Ce qui amène à la première question, qui est plus largement, au-delà de simplement sur des questions économiques, pourquoi décider de recourir à une démarche participative de projet? Qui veut prendre la parole pour commencer? Alors, je vais parler de mon expérience. Hein. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé moi ma carrière d'architecte sur les espaces publics de manière très traditionnelle, on va dire, dans le cadre d'une grande agence, l'OAMOP, où on était dans nos espaces, nos bureaux, et on décidait ce qui avait bien ou pas bien pour les gens. Et quand on travaille sur l'espace public, forcément, c'est un socle, hein, c'est un espace qui est ouvert pour tous et à tous. Et très rapidement, moi, je me suis sentie quand même mal à l'aise dans cette posture du sachant, et parce que je ne sais pas tout, je ne pratique pas tous les usages, l'espace public est très vaste. Et pour moi, au fur et à mesure de ma pratique, c'était évident qu'il fallait un peu ouvrir les méthodes de travail et les ouvrir aux habitants et travailler au plus près des habitants pour pouvoir entendre leur usage, leur vision de l'espace public
Et ça, pour quelle raison? C'est qu'ils se les approprient. Pour moi, l'enjeu, il est là, qu'ils soient appropriés de manière positive. Voilà. En tout cas, c'est ma raison pour laquelle je suis arrivée sur les espaces publics. Enfin, sur la méthode participative. Je rejoins Anne sur le fait qu'il y a quelque chose d'assez, je pense, viscéral. C'est juste si on dit pourquoi, personnellement, en tout cas, on a voulu rejoindre des démarches participatives, c'est effectivement sortir du bureau. Voilà, quand on travaille sur l'espace public, on a besoin d'être au contact de cet espace et j'ai l'impression que c'est un besoin en fait de faire autrement parce qu'on voit qu'on ne sait pas bien faire depuis un moment. Et en fait, là, on est en train de parler des usages, parce qu'en fait, les projets, spatialement, il y a toujours besoin de les dessiner à un moment, même si on construit des choses sur l'espace public ou si on va avoir besoin à un moment ou à un autre de préciser les choses, de mettre un budget dessus, donc il y a des choses en dur, donc il faut quand même travailler plus sur l'humain. C'est peut-être tu parlais de projet participatif, mais il y a plein d'autres termes, il faudrait déjà balayer tout le vocabulaire. On pourrait parler d'implication des gens, mais on pourrait parler de projets situés parce que nous, dans les métiers d'architecte, d'urbaniste ou de paysagiste, on travaille avec un contexte spatial, il y a des maisons, il y a des jardins, il y a un vieil arbre à tel endroit, mais finalement, dans le contexte, c'est aussi le contexte humain, et donc c'est question d'usage, il faut s'arrêter à un endroit pour voir comment il fonctionne, donc il faut y passer du temps sur place. Avant, on va dire, dans une posture classique, on fait du terrain, comme on dit, on retourne au bureau et puis ça décante. Là, l'idée, c'est plutôt d'inverser presque le rapport, finalement, de passer plus de temps à cartographier les usages, par exemple. Enfin, ça paraît assez simple, c'est assez basique, mais il faut le dire parce que c'est une des choses fondamentales qui fait que ces démarches-là sont un peu différentes. Mais il y aura toujours besoin, je pense, de maîtriser la forme derrière. Voilà. Alors, moi, là, sur le budget participatif, on peut dire que c'est plutôt des appels à idées. Là, sauf que j'ai été impliqué aussi là-dedans, mais je peux parler peut-être plus de l'appel à la nation qui a eu une des 7 places qui est expérimentée, qui a eu un truc un peu particulier puisque l'aménagement, le fait de dégager de l'espace pour d'autres usages que la voiture a déjà été expérimenté immédiatement. Donc ça, c'était une façon pour la ville de... Si la question est adressée aux décideurs, ce serait de montrer que ce n'était pas du tout impossible, il n'y aurait pas une catastrophe en enlevant 50% de l'espace pour les voitures. Après, ce qui était intéressant, c'était de voir quels usages on pouvait expérimenter avant d'installer des choses en dur, de façon un peu provisoire. Et si on se place du point de vue du décideur politique, je dirais que c'est une façon, en le faisant de façon provisoire, c'est une façon de dire on expérimente, on verra si ça marche, c'est pas définitif, voici des gens qui viennent pour cet usage-là. Donc on a eu les bibliothèques, on a eu donc l'agriculture urbaine qui ont permis de montrer s'il y a des gens derrière cette idée. Bon, pour moi, la question de la participation elle est fondamentale et elle soulève plein de problèmes. L'objectif, de mon point de vue, c'est un peu comme tu as un peu abordé, la question de la capacitation. Donc, de se dire que la connaissance, elle est dispersée à tous les niveaux. Il y a différents niveaux de connaissance. Tous sont importants. On ne peut pas demander à une personne qui est née en 1930 la même connaissance que quelqu'un qui est né en 1980. Donc, il y a une question d'âge. Mais tout ça, c'est une intelligence collective. Un maire, il y a des connaissances extrêmement utiles
comme il y a aussi les maîtres dans une école ou un papa. La question, c'est de donner des conditions à la participation, et ça, c'était un test que la mairie de Paris vient faire assez tard, comme ville importante, donc ça c'était déjà budget participatif beaucoup de fois. C'est mieux qu'ils ont fait. Moi, j'étais un peu... je suis heureuse qu'ils ont donné ces pas-là. Après, ils ont fait plein de choses très vite, et je pense que le problème de ça, c'est toujours la déception des citoyens derrière. Et on peut pas, et c'est très important la participation dans l'ouverture, donc d'un côté capacitation, ouverture du processus, et tout est fait pour qu'il soit fermé, bien fermé. Et donc voilà, donc je jette quelques petits. C'est très bien, on va en parler juste derrière. Je voulais juste, je partage tout à fait ton avis, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai qu'un des grands intérêts du projet participatif, et c'est ce qui m'a vraiment aussi attiré, c'est le côté expérimental. C'est-à-dire qu'on ne va pas figer des choses, on ne va pas figer des usages. Et c'est vrai que dans la pratique, on va dire un peu traditionnelle, de la fabrique de l'espace public, c'est qu'on fait des projets pour des dizaines et des dizaines d'années, c'est compréhensible vu les budgets qui sont alloués, et que les méthodes participatives permettent aussi d'ouvrir un peu plus le champ des possibles, d'ouvrir des choses éphémères, expérimentales, et permettre au fur et à mesure aussi de rectifier le tir, parce qu'une fois qu'on a dessiné, nous, dans les méthodes traditionnelles, on va dire, les choses, on ne va pas y revenir dessus. Donc je trouve que cette souplesse-là aussi est vraiment dans la méthode des projets participatifs extrêmement pertinente. Éventuellement, je veux bien compléter sur un autre truc, c'est que quand on voit des concertations, en général, les gens qui viennent au truc de concertation, c'est vraiment un public particulier, plutôt des retraités, plutôt des gens qui vont dire il ne faut rien changer. Et dans le budget participatif, ça permet éventuellement d'impliquer des gens qui vont jeter quelques idées un peu nouvelles. Après, parfois, c'est un peu... Parfois, on sent quand on lit les budgets participatifs qu'il y en a qui sont un peu trop techniques, qui semblent sortir un peu des services plutôt que des vrais habitants. Mais sinon, ça peut ouvrir un peu sur d'autres choses, sur des choses auxquelles on n'a pas pensé. La réalisation, parfois, n'a pas grand-chose à voir avec l'idée d'origine. Je vais aussi ajouter, justement, dans ce débat, la question que c'est très intéressant, justement, de faire un peu plus léger pour expérimenter le droit à l'expérimentation. Il y a des mouvements d'urbanisme tactique. Bon, il y a plusieurs noms, mais on peut parler d'urbanisme tactique. Justement, Atelier d'Arroua, ce n'est pas un outil d'urbanisme tactique, mais j'appuie et je trouve que c'est très intéressant, très important. Mais par contre, il y a du dur. Il ne faut pas aussi se cacher derrière ça. Et mon problème dans ces initiatives, c'est que justement à Paris, ça tombait bien dans les années de crise avec les coffres de ville vides. Et donc d'un côté, le risque de la déception des gens derrière et les risques on ne peut pas non plus faire la ville, qui c'est un sujet très complexe, très lourd, avec des palettes. Et avec tout ça qui va avec. Les architectes qui s'amusent, mais qui sont payés, on ne sait pas comment. Et donc la précarité, non, merci. Idéalement, enfin tu as complètement raison, idéalement c'est une étape de projet, c'est-à-dire la palette, c'est parce que ça permet d'être souple et simple et rapide, efficace, mais c'est une étape. Et c'est vrai que ça a été considéré, et je pense qu'on a l'air d'être un peu tous d'accord, comme plutôt une finalité, ce qui ne devrait pas, à mon sens. Ouais, merci. Si je pouvais réagir encore. Effectivement, donc là je vais poser la question. Vous avez répondu d'abord en tant que professionnel de votre pratique, et petit à petit on a écarté un petit peu en se disant mais à quoi sert la démarche participative aussi du point de vue des habitants et aussi des décideurs, et ça pose une vraie question effectivement, pourquoi les décideurs, la ville propose un budget participatif, propose à des collectifs de réaliser des projets sur la place de la Nation ou ailleurs. Effectivement, on sait qu'il y a un contexte économique qui est tel qu'il est, et ça pose des réelles questions sur la réalité du processus participatif tel qu'il est communiqué et tel qu'il est réellement exécuté avec les habitants et avec les prestataires. C'est pour ça que je vous ai proposé en deuxième document l'échelle de la participation, qui est donc un document qui a été réalisé en 1969, donc c'est là qu'on voit que ces questions-là ne sont pas nouvelles, par une sociologue américaine, Sherry Einstein, qui a proposé donc 8 paliers, 8 marches
pour monter l'échelle de la participation, telles qu'elles sont proposées par les décideurs. Donc, je vais vous les détailler. Vous voyez que ça va de la non-participation avec la manipulation totalement de l'opinion publique jusqu'au contrôle total des citoyens sur le projet. Donc en détail, on a en premier lieu la manipulation, qui est une information biaisée utilisée pour éduquer entre guillemets les citoyens en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués dans un processus qu'ils ne maîtrisent en aucune façon. En deuxième, elle propose ce qu'on appelle la thérapie, un traitement annexe des problèmes rencontrés par les habitants, mais sans aborder les vrais enjeux. C'est plus un traitement superficiel qui va rassurer, qui va permettre de faire de la com, mais sans vraiment aller dans le fond des choses. Troisièmement, l'information. Les citoyens reçoivent une vraie information sur les projets en cours, mais ne peuvent pas donner leur avis. Quatrièmement, la consultation. Des enquêtes ou des réunions publiques qui permettent aux habitants d'exprimer leur opinion sur les changements prévus. On tient compte ou pas de leur avis. Cinquièmement, la conciliation. Quelques habitants sont admis dans des organes de décision et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets. Sixièmement, le partenariat. La prise de décision se fait au travers d'une négociation entre les pouvoirs publics et les citoyens. En sept, la délégation de pouvoir, où là le pouvoir central délègue à la communauté locale le pouvoir de décider un programme et de le réaliser. Et enfin, le contrôle citoyen. Une communauté locale gère de manière autonome un équipement ou un quartier. Donc face à toutes ces échelles, on voit qu'effectivement, quand on parle de participation dans les projets participatifs qui peuvent être menés à Paris, on ne dépasse pas forcément les étapes 4 ou 5. C'est intéressant de se poser la question du coup sur le budget participatif, à quelle marche on peut le positionner dans cette échelle-là. Je vous pose la question. Dans le public aussi. Le budget participatif, c'était, juste pour resituer, parce que ça touche l'espace public, mais pas que, c'était un budget de la ville de Paris qui existe déjà, et ça a permis de prioriser entre des projets qui étaient plus ou moins déjà dans les tuyaux. Mais ce qui n'a pas été présenté. Mais pour moi, l'ambiguïté, c'est que ça n'a pas été présenté comme tel. C'est-à-dire que ça aurait été présenté comme tel. Alors là, je me positionne en tant que conceptrice. La petite ceinture, ça a été financé par les projets participatifs. Je me positionne aussi en tant que pauvre naïve qui a proposé un projet participatif dans mon quartier. C'est vrai que je trouve que la difficulté, alors c'est de plus en plus clair maintenant, parce qu'il a dû y avoir quelques ratés, mais au départ, c'était pas si clair. Et c'est vrai est-ce que je suis la seule idiote, mais j'ai quand même l'impression que c'était, voilà, vous avez un projet, vous voulez développer des choses dans votre quartier, allez-y, proposez, on vous financera. Et puis en fonction de la pertinence et puis du vote que vous aurez. Et nous, la problématique, c'est face à la petite ceinture, on s'est retrouvé avec plein de gens qui avaient cette même naïveté que nous, et qui ont été orientés par la même carrière, ils vont développer vos projets participatifs. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un rééquilibrage, et je trouve ça dommage parce que ça aurait été annoncé au départ. Donc, je mets un peu les pieds dans le plat, je suis désolée. Mais ça aurait été annoncé dès le départ comme une orientation budgétaire, hein, c'était tout à fait légitime et entendable et beaucoup plus simple, et ça aurait évité beaucoup à mon sens, de frustration. Voilà. Au départ, ça a été présenté comme ça. Au départ, il y a eu quelques projets qui étaient définis à l'avance et il fallait juste, en quelque sorte, leur donner une priorisation. Et après, ça a été présenté comme vraiment, on va réaliser vos projets. Et là, je pense qu'effectivement, il y a eu la frustration et même, j'ai eu l'impression, parce que je sais plus, j'avais participé à un truc où on avait utilisé l'open data pour voir un peu comment ça se passait. Et on voyait qu'il y avait de moins en moins de participation et de moins en moins d'idées. Et moi je suis certains projets, et je vois des projets où il y a des collectifs un peu d'habitants qui ont poussé un projet et qui, face à la réalisation, sont en révolte. Dans le 20e, il y a un truc qui s'appelle, je sais pas quoi, en vierge, je ne sais pas quoi, vert, je crois, qui voulait végétaliser une rue. Et qui se retrouve avec un truc où on enlève le macadam, on remet le macadam, et puis il y a pratiquement 3 petites plantes qui se baladent. Et ça fait des allers-retours entre les politiques et les habitants, et il y a une révolte. Et entre les deux, il y a les services qui finalement ont un pouvoir extrêmement important
dans la réalisation réelle. Parce que des choses qui coûtent extrêmement cher sont choisies parce qu'elles correspondent à des soi-disant nécessités des services. Et on dit, je sais pas quoi, dans cette rue, par exemple, on a enlevé tout le macadam, on dit on va leur remettre le macadam. Les gens disent, laissons ça et faisons plus de végétalisation. Mais non, les services, ils veulent du macadam. Parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Peut-être que l'enjeu de la participation, c'est pas forcément de... C'est surtout trouver un équilibre, je crois, entre la maîtrise d'ouvrage, parce qu'il y a ces termes qui existent, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, on parle aussi de maîtrise d'usage, et ceux qui fabriquent, et c'est plutôt... Ces parties-là, elles existeront toujours sous une forme ou une autre, à mon avis, et c'est plutôt une entente humaine entre ces gens. Donc, en fait, on est souvent en dehors du métier de constructeur ou de dessinateur, on est comme il faut essayer d'être des catalyseurs, mais chacun, ça veut dire... que ce soit du côté maîtrise d'ouvrage ou du côté maîtrise d'usage des habitants, c'est que ça fonctionne ensemble parce que c'est une partie à 3 ou 4, quoi, en fait. On peut pas... quand il y a un des côtés qui est trop fort, le projet n'aboutit pas ou aboutira à courte échéance, et derrière, il n'y aura pas de budget qui sera dégagé pour que ça soit pérennisé et que ça soit dessiné comme ça doit l'être avec le budget qui doit être mis pour réaliser le square qu'il faut, par exemple. Donc on peut préfigurer un square avec presque 3 francs 6 sous, mais derrière, il y a comment on enclenche la machine pour que il y ait ce qu'il faut. On peut construire le banc, mais on peut aussi dessiner le banc ensemble et faire un banc plus solide et mieux dessiné. Mais voilà, ça, c'est des étapes, et ça demande un travail d'équipe très très fort, quoi. Merci. Donc, en revenant un peu sur ça que vous dites, excusez-moi mon français, je pense qu'il y a vraiment la question dans l'échelle que Madame Armstein a fait en 69, l'envie d'arriver au contrôle citoyen, mais on est très loin. Bon, il y a des pays qui s'est beaucoup plus développé, et encore une fois, c'est des conditions de ces pays. Pourquoi ça? C'est des choses évidentes en Danemark, etc. Et là, on n'est pas du tout là. Si on va au Portugal, encore pire. Si on va en Afrique, encore pire. Mais l'objectif, c'est être tout citoyen. Mais encore, tout citoyen, c'est la capacité de tous comprendre qu'est-ce que ça veut dire citoyenneté, et aussi les maires. Donc, en fait, on est vraiment loin, et tout ça, c'est voilà, l'éducation qu'il faut faire derrière. C'est donner des conditions, des temps, parce que c'est un temps qui est nécessaire pour la citoyenneté. Et donc, pour être un peu clair, je viens, c'est qu'en fait, encore une fois, cette démarche qu'on a vu passer en France dans les dernières années a été faite, surtout à Paris, a été dans un planning électoral de très vite. Donc, avec une énorme... Ok, on fait ça vite, on fait la com, et donc voilà, un projet de ville, ça ne peut pas se faire en 2 secondes, ça ne peut pas coûter 2 palettes, donc il y a tout, mais tout ça c'est de la formation. Et malheureusement, les cycles politiques ne permettent pas ça, mais justement, quand on a la chance d'avoir des maires qui vont au long terme, et qui savent que le projet, ce n'est pas lui en tant que personne, c'est la ville. Et ça, c'est donner le cap. Et du coup, il faut former pour le tout contrôle citoyen. Mais ça va prendre des années. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut chaque graine va alimenter ça. Mais effectivement, moi, je suis assez d'accord qu'on reste plutôt ici aux 4. Mais heureusement, il y a déjà le budget participatif qui permet. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Là, encore une fois, je pense qu'on est allé trop vite, qu'on y avait plein d'outils de base qui n'étaient pas faits. Les gens ne savaient même pas s'emparer de tout ça. Donc voilà, et encore une fois, déception, problématique. Alors justement, ça va être ma question suivante. Quels seraient du coup ces outils de la participation, en gros? Comment créer les conditions de la participation? Est-ce qu'il y a des recettes? Et vous les professionnels, comment vous le faites? Écoute, c'est à moi de répondre. Excusez-moi, bien sûr, je la coupe, c'est être les roues, heureusement, bien sûr. Non. Des recettes, il n'y a jamais de recettes. La vie, le monde, il change en permanence. Mais à un moment, il faut aussi nous donner un peu des filets pour nous permettre d'agir et faire des avancées en restant humble et savoir qu'il n'y a pas une recette. Mais il faut avoir plusieurs recettes, comme on a un livre de gâteaux. Ça nous aide à passer un bon moment, faire un bon gâteau. Et donc, justement,
pour vous profiter, pour vous présenter un peu Atelier d'Aro, c'était un peu ça, cet objectif. C'était pas un livre de recettes pour que tous les projets sortent pareils, mais c'est justement tisser de façon assez simple, peut-être basique, un filet de support pour permettre tous les professionnels et citoyens, tous les acteurs du processus, donc tous citoyens, de mettre la main dans la pâte et avoir une co-responsabilité de projet. Et le problème que je me suis aussi fait face directement, donc ça va contre tout le processus mis en place, les silos, l'organisation des marchés publics, etc. Mais ça va contre la réalisation, parce que pour la réalisation d'un projet, on a besoin de tous, en toutes les phases. Donc il y a vraiment ici un problème de société de montage, qui avait le débat, je ne sais pas, tu disais qu'il y avait la question de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, ça reste, je ne sais pas, peut-être pas, voilà. Mais je pense que les outils, c'est important, mais ça reste des outils, c'est comme une règle. Il faut savoir l'utiliser, pouvoir l'utiliser. Et j'ajoute juste une dernière fois, si vous me permettez, et c'est qu'en fait, à Atelier d'Aro, il y avait aussi cet objectif, c'était aussi pour nous aider entre professionnels, parce que moi, je ne supportais pas, en tant qu'architecte urbaniste, dans les circuits communs ici, d'être, et même dans l'école, dans la formation, la question de la mise en concurrence permanente de notre formation. Tout est fait pour que c'est chacun pour soi, chacun qui gagne son gâteau. Et donc on raisonne pas, on n'a pas du tout la distance, on raisonne par projet, par ci qui a fait ça. Et avec Atelier d'Aro, mon objectif, c'était pas de dessiner un projet, c'était de donner un outil que plein de professionnels et citoyens, et voilà, puissent développer leur projet et être valorisés pour ça. C'était ça un peu l'objectif. Voilà, je passe la parole. Voilà, juste une petite aparté. La présentation de l'Atelier d'Aroua est au 3e étage de l'exposition. Je vous invite à aller la regarder. Et pour orienter la discussion sur la suite, je vous ai présenté ici comme document donc un outil, ici celui de Coloco, une méthodologie de diagnostic sensible qu'ils ont mis en place sur la place de la Nation. Donc c'est un outil de début de concertation, faire le diagnostic des espaces avec les habitants. Peut-être que vous pourrez nous dire un peu de choses sur cette démarche-là, même si on n'a pas de représentant de Coloco avec nous ce soir. Jean-Baptiste, qui a travaillé avec Coloco. On a vu ça, on a finalement obtenu le document correspondant à ça. C'est d'abord pas tout à fait été évident, parce qu'il fallait de la validation de la mairie pour ça. Et en fait, ça nous a un peu déçus, parce que finalement, ces 4 facettes, si on regarde après ces 4 facettes permettent de présenter la même chose, c'est les mêmes observations qui sont présentées de 4 façons différentes. La réalité. Ou par exemple, et parfois certaines choses sont moi je me souviens par exemple de la psychanalyse urbaine, ça paraissait un emballage sympathique pour présenter un truc qui paraissait assez classique, c'est-à-dire c'était des gens qui s'habillaient avec des espèces de costumes en blanc, comme s'ils étaient des laborantins, et qui faisaient asseoir les gens et qui leur faisaient parler de la place, etc. Bon, on s'est prêté au jeu, on s'est allongé sur le transat, c'était pas évident, mais le transat. Et puis, ensuite, il y a eu la restitution. Pour la restitution, il y avait peu de monde, c'est-à-dire qu'il y avait 2 habitants, dont des gens du collectif La Nation, plus une autre personne et son chien. Et ce qui nous a été présenté n'avait rien à voir avec la psychanalyse urbaine, puisque en fait c'était une compilation des différents documents qui avaient déjà été donnés dans la présentation sur l'histoire de la place, sur qu'est-ce que ça, quelle place cette place de la Nation avait dans la ville, dans l'histoire de la ville. C'était assez décevant. Mais bon, je suis peut-être trop près du... Non, mais c'est intéressant d'avoir une vue de l'intérieur. Et Louis. C'est peut-être sur
C'est vrai que sur le mot participation, on se pose souvent la question, on essaye, quand il y a ce mot dans une commande, parce que moi j'interviens sur des projets qui ne sont pas auto-initiés, vu que je suis professionnelle, donc j'interviens toujours avec une commande d'une ville. Et quand il y a participation, on demande pourquoi, en fait, pourquoi vous voulez de la participation. Et c'est vrai qu'on essaye de comprendre justement où on se situe sur cette échelle. Est-ce qu'on veut de la participation pour mieux comprendre le contexte, pour débloquer des situations. Et parfois, je trouve qu'il ne faut pas être trop dur non plus sur les politiques et sur les attentes de la concertation. Enfin, nous, on a travaillé par exemple à Mulhouse dans un quartier très très dur où finalement, ils voulaient que nous, on fasse de la participation parce qu'ils avaient rompu le dialogue avec les habitants du quartier. Ils n'arrivaient plus à leur parler, c'était compliqué dès qu'ils arrivaient. Et donc on travaillait sur le programme d'une place qui devait changer, donc c'était une place où il y avait eu des incendies, enfin c'était un contexte super dur, et on a fait de la participation franchement hyper light, quoi. Est-ce que c'est de la manipulation? Peut-être, parce qu'on a organisé avec les gens des barbecues, enfin c'était très sympa, on a voulu vraiment que ça soit... Voilà, on savait que le problème c'était que le contexte était tendu. Et nous, la participation, elle a servi à juste descendre d'un cran et que les gens puissent se parler, quoi. Donc voilà, après, c'est pas hyper ambitieux, c'est pas de la capacitation, c'était pas un... C'est Mulhouse. Comme ça que ça s'est passé, c'était Mulhouse. On décroche. Faut appuyer sur... Sur le verre, C'est sur la table ronde. Merci. Enfin, voilà, parfois je trouve qu'il y a de la participation qui est assez... voilà, qui a peut-être pas une ambition délirante en termes de capacitation, mais qui sert quand même, que je trouve utile. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être je me satisfais un peu. Non, mais je partage ton avis. Et ce qui est intéressant, nous, ce qu'on dit souvent, c'est plutôt le process que le résultat final. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive à mettre en lien, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en discussion. Pardon? Et oui, parce que c'est retrouver ce dialogue-là, et c'est vrai qu'on a parlé des réunions publiques où il n'y a absolument aucun dialogue. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez assisté à des réunions publiques, mais c'est le pugilat, ça n'a aucun intérêt. On ne parle pas du projet, on parle de l'opposition politique, mais le projet, c'est anecdotique. Et moi, je suis repartie aussi sur les projets participatifs, parce que ce qui m'intéressait, c'était de parler du projet avec les gens, de leur cadre de vie, et de comment ils l'envisageaient, comment... voilà, donc je pense qu'en termes de méthode, tu nous as questionné sur la méthode. Nous, c'est vrai que bruit du frigo, sur la petite ceinture, on essaye de plutôt travailler avec des dessins pour que les gens puissent s'approprier aussi facilement. C'est vrai que les plans, c'est pas forcément compréhensible de tous, donc on essaye aussi d'être le moins théorique possible, de parler de choses simples, d'usage, d'action. Voilà, c'est pour ça que là tu es arrivé sur notre diagnostic de la... Alors c'est pas le diagnostic, c'était justement de la programmation. Notre intérêt suite au diagnostic, c'était d'interroger les gens sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire sur cet endroit-là, la petite ceinture. Donc c'est une question très compliquée et très vaste. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la petite ceinture? Donc plutôt que d'aborder cette question comme ça, en termes de méthode, on propose des actions pour que les gens arrivent à se projeter, et de là on en déduit une forme qu'on leur propose. Oui, juste pour compléter ça aussi, enfin, les méthodes, ça peut être vraiment très, très, très simple. En paysage, par exemple, dans un cadre classique, on fait des plans, des coupes, des perspectives, des montages photos, des trucs comme ça. Là, c'est revenir à arpenter le sol ensemble, par exemple. Juste ça, arpenter le terrain. C'est hyper important. Enfin, je veux dire, quand on parle d'une place ou d'un square, on parle des arbres, on parle de la lumière, ça, c'est assez basique ce que je dis, mais ça me semble essentiel. Mais souvent on le fait seul, l'équipe de maîtrise d'œuvre, ou le fait seul avec la maîtrise d'ouvrage, à une ou deux occasions. Finalement, au lieu de faire la réunion là, à une table et de faire la réunion de présentation à un stade avancé, on va faire la réunion à un stade beaucoup moins avancé, c'est-à-dire au moment où on en est à l'esquisse ou à peine, on a des idées, parce que forcément dans nos métiers, quand on voit un site, on a tout de suite... des idées, mais il faut les confronter justement, et on va passer du temps, on va faire la réunion sous le vieux platane par exemple. Si j'étais dans le sud, j'irais à l'endroit où il y a le terrain de boule de la place, et c'est là que j'irais d'abord, et la méthode ça serait ça en fait. Ça serait de rencontrer les gens sur le terrain de boule, sous le platane. Voilà. Je ne sais pas si c'est une méthode, mais voilà. Et après, et puis après on parlera du site, et peut-être qu'on peut construire aussi,
construire de manière pratique. Nous, on aime bien le bois, travailler en bois, mais ça peut être installer des choses qui existent déjà, et, parce que finalement le bois, ça se met en œuvre facilement, et ça peut permettre de discuter en fait, d'une autre manière. Donc, pour parler justement de ce qu'on va faire après. Et en fait, c'est comme une maquette, au lieu d'être une maquette en petit, bah, c'est une maquette à l'échelle 1, par exemple. On peut voir ça comme ça. Oui, c'est vrai que dans les méthodes, je ne suis pas une grande méthodologue comme Atelier des Rouards, mais je pense que le faire ensemble, un lieu comme ici, c'est vraiment représentatif de ça, mais voilà, de faire à manger ensemble, c'est des moments où en fait on crée des conditions de dialogue. Et ça, c'est précieux, c'est pas facile. Et je sais pas vous, il y a plein de gens qui ont envie qui ont pas envie de. C'est ennuyeux en fait, un peu la concertation. C'est normal. Et par contre, passer un bon moment, faire à manger ensemble, construire un truc, jardiner, voilà, c'est souvent on a beaucoup de prétextes à dialoguer. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir ton avis de spécialiste, d'avoir un peu. J'ai l'impression que peut-être on instrumentalise un peu. Voilà. On a des prétextes comme ça, c'est un peu des faux trucs, quoi. On dit, allez, venez faire du coloriage et tout, et manger des saucisses, et puis en fait, au fait, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu penses de Sandra? Ouais, voilà, je sais pas. C'est l'invitation, Donc, je pense que justement, voilà, on est tous citoyens, et tout est super intéressant, et tout est super important. On a besoin de dormir, de manger, d'avoir des bons moments. Mais il y a aussi que des gens sachent, mais ça... c'est dur, voilà, c'est dur de construire un trottoir, c'est dur de poser une bordure, elle a un poids, quelques tonnes, on a besoin de machines, et voilà, et donc c'est un apprentissage commun des experts, moi aussi en tant que plutôt du côté des professionnels de domaine, je sais rien vis-à-vis des citoyens et le monsieur qui pose la bordure, et lui c'est beaucoup plus, et donc je pense tous les moments, en fait c'est les différentes méthodologies qui s'alimentent. Mais je pense que les choses que j'aimerais bien, c'est de pouvoir mettre des graines dans chaque action, chaque méthodologie, justement pour une capacitation dans la phase de suite. Et que ces gens-là sachent qu'ok, on peut créer du barbac, mais un projet, ça coûte 50 millions, et comment on gère 50 millions? Et après, on a tout un montage pour dire, bon, c'est la responsabilité de maîtrise d'ouvrage. Oh, d'ici, c'est lui qui va en tribunal, et là, ça y est, on part en conflit direct. Et l'objectif, c'est de décloisonner ça et de comprendre, il y a toutes les étapes, ça peut être, il y a des étapes légères, mais il y a aussi des étapes dures. Et il faut le passer un peu ensemble pour après donner la valeur. Quand il y a une voiture qui se gare sur le trottoir, il sait que c'est son trottoir à lui, ça coûte une fortune. Donc c'est un peu tout ça. Mais de mon avis, voilà, il faut protéger ces beaux moments de sociabilisation qui sont... structurant pour une communauté et pour faire avancer des choses. Je sais pas. Juste pour ça me fait penser à cette échelle de concertation où en fait on dit l'information c'est pas génial, c'est pas super ambitieux, mais finalement déjà une bonne information c'est quelque chose auquel on n'a pas souvent accès, quoi. On en est souvent malheureusement souvent en dessous à la manipulation, et comme on disait sur le budget participatif, finalement on se dit tous ah bon, t'avais compris ça, moi j'avais pas compris ça. Je pense que dans la salle, on avait tous compris un truc différent de ce qui... on a tous été déçus ou surpris. Et je pense que, des fois, moi j'accompagne beaucoup de maîtres d'œuvre dans ces moments. Et c'est vrai qu'il y a donc les architectes et tout ça, les sachants qui prennent le temps d'expliquer leur métier, ce que tu disais, voilà, nous on se pose ces problèmes, mais on sait pas si... voilà, avec le budget ça va être difficile, nous on a vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a pas beaucoup aussi, je trouve, mais sans doute parce que les architectes et urbanistes, on leur demande, et les paysagistes, ils ont tellement de responsabilités, et les élus aussi, on leur demande de tout savoir, d'être responsables, d'être décennal et tout ça, et ils sont tellement habitués à dire non, mais ça va bien se passer, c'est bon, on leur demande beaucoup, je pense, du coup, après c'est pas facile d'aller voir les gens et de donner leurs doutes et d'expliquer un peu leur raisonnement, c'est pas... je pense que déjà de la bonne information, c'est pas très facile à donner. C'est une première étape. Merci, je vais passer à la question suivante. On a parlé tout à l'heure de déception des gens avec un projet, mais je voudrais vous poser une question, c'est qui sont les gens qui participent
Qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer? C'était un peu des questions du public avant le débat. Est-ce que la participation est rémunérée sur un projet participatif? Et quelle légitimité ils ont en fait à participer? On sait que, enfin j'ai l'impression en tout cas, que sur le projet participatif, c'est surtout des hyper-locaux qui vont venir participer. Et quand on parle d'une place ou de la petite ceinture qui peuvent avoir une influence bien plus large que simplement le quartier, quelle est la légitimité des participants ultra-locaux qui vont venir donner l'orientation d'un projet comme celui-ci? Sur la petite ceinture, détrompe-toi, c'était ultra local, mais ultra local. Parce que la petite ceinture, c'est vraiment un territoire qui traverse, qui est au pied des immeubles des gens. Et en fait, à moins d'être vraiment expert, d'avoir été étudiant en archi ou d'avoir été un peu à la découverte de zones un peu interdites, mais en fait, beaucoup de gens côtoient la petite ceinture, mais sans même la connaître. Donc nous, c'est ce qu'on a découvert. On croyait que c'était un lieu où les gens venaient du monde entier, et tout ça. Oui, certes, quelques étudiants en archi, mais bon, bref. Sur nos ateliers, on avait vraiment de l'ultra-local. Et de l'ultra-local qui était effrayé par l'ouverture de la petite ceinture parce que pour eux, ils subissaient les nuisances de la petite ceinture et que l'ouverture de la petite ceinture, ça allait faire exploser leurs nuisances actuelles. Ça allait juste être exponentiel. Donc le projet, la première étape du projet pour nous, c'était leur expliquer que non, ça allait transformer le lieu avec d'autres usages, amener d'autres personnes, ce qu'il y a actuellement, et on les a amenés à venir se positionner et à être acteurs. Et ça, c'est super nouveau et ça a été très compliqué. Alors, dans le 20e, c'était un peu plus simple parce qu'il y a un tissu qui était déjà constitué. Mais dans certains arrondissements, on parlait tout à l'heure d'éducation au projet participatif. En fait, on se rend compte que les gens n'ont quand même pas tellement l'habitude d'être interrogés. Donc il faut aussi inventer des méthodes de comment arriver et comment permettre aux personnes de se projeter, etc. Donc c'est assez complexe. Mais voilà, on y est arrivé partiellement, mais pas de manière. Enfin, je veux dire, ça traverse 25 km la petite ceinture, 25 km de ville. Donc effectivement, on a pu travailler avec des associations locales, mais c'est pas à l'échelle de tous les gens que ça. Voilà, et la petite frustration, elle est là aussi. Et qu'à partir du moment où on commence à travailler avec des gens et que les personnes, les habitants ont une projection assez rapide, s'ils disent quelque chose et qu'un an et demi plus tard, rien ne se passe, ils sont frustrés, et c'est normal, et c'est entendable. Mais là aussi, le projet participatif, c'est faire prendre conscience aux personnes du temps du projet urbain, que c'est pas forcément immédiat, etc. Donc c'est trouver aussi la bonne échelle entre le projet immédiat, le projet à long terme, à court terme, à moyen terme. Alors, éventuellement, moi je peux dire quelque chose sur un truc très particulier qu'on a fait sur la place de la Nation. C'est donc, nous, notre projet, c'était de dire, on ne savait pas qu'il y aurait la place la plus expérimentale, on va dire, sur la place de la Nation. Et donc au départ, on avait juste dit aux gens, il n'y aura rien avant 2019, faisons quelque chose déjà en bas de chez nous, avec ces petits jardins de rue. Et après, on avait aussi l'idée que ça serait intéressant que on prenne qu'on se réserve un peu d'espace sur la place elle-même. Donc on avait réservé des arbres pour les végétaliser. Et on a eu vraiment personne n'était intéressé. On avait des gens qui étaient intéressés dans leur rue de végétaliser. Et il se trouve qu'on était venu en soutien d'un collectif d'habitants dans une rue qui voulait faire quelque chose sur une rue comestible, qui était les Deux Valéries, enfin bref, voilà. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait plein de monde et que c'était des gens complètement différents de ceux qu'on voyait dans notre collectif. C'était des trentenaires, des hommes et des femmes, alors que, en gros, les jardins de rue, ça intéresse surtout des dames. On n'est que 2 hommes dans l'affaire, et qui font ça très localement. Là, on a vu qu'il y avait des gens qui venaient même de très loin, qui étaient très impressionnés par le film Demain et qui voulaient faire ce truc ville comestible. Donc on est allé voir Coloco, on leur a dit faisons ça sur la place et on va voir si ça va marcher. Et en 2 semaines, on a lancé ça avec les incroyables comestibles.
Et ça a super bien marché. On a fait venir des gens de partout. On a eu des gens de Fontainebleau, de Nanterre, etc. Donc ça a débordé vraiment le côté local. Par contre, après, la ville l'a validé. Il y a 4 espaces à la sortie des métros sur le quai de la rue Turloven. Là, on n'a strictement aucune idée comment ça va pouvoir s'ancrer dans le marché, dans le quartier, et comment on va vraiment... On a prouvé que des gens étaient prêts à venir se déplacer, ça se déplace, c'est vraiment un cadre parisien, mais après, c'est là où peut-être on aurait été intéressé que des gens comme Coloco accompagnent cette démarche après, une fois que le projet est installé, pour vraiment lancer la dynamique locale, alors que ça tombe, il n'y aura rien. Enfin, ce qui aura bien marché au niveau participation des habitants aura peut-être aucune réalité plus tard. La question du temps long sera le sujet de notre dernière question tout à l'heure. Revenir là d'où je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, il profite. Et c'est voilà, on est toujours, on se bat toujours en fait sur les mêmes questions depuis des siècles. Et c'est vraiment, et c'est la question aussi de la participation et de la citoyenneté, c'est les jeux de pouvoir. C'est où il y a le pouvoir. Quand on a une société ultra formée et éduquée qui se pose des questions, on est tous citoyens et du coup, on pouvait être tous qui profitent aussi. Donc on participe tous et on sera tous qui profitent. Mais malheureusement, l'objectif, c'était pendant des siècles de fermer les silos, de cloisonner l'éducation, de faire des petits silos de savoir protégés pour avoir petits qui profitent. Mais on a aussi des super films qui montrent bien qui a le pouvoir, qui a l'argent. C'est tout petit vis-à-vis de tout le monde. Et on a fait plein de progrès pour la balance. Aujourd'hui, on est en Europe qui ne se ressemble pas du tout à l'Europe d'il y a un siècle ou deux. Mais on est très loin encore. Et il y a encore très peu qui profitent. Et il y a plein qui participent plus ou moins consciemment. Je voulais, parce que tu as évoqué la question d'argent, je crois, tout à l'heure. À ma connaissance, il y a assez peu de participants sur des projets qui étaient rémunérés, mais voilà, ça peut arriver quand même, et surtout, avant même qu'il y ait ça, déjà je vais citer peut-être, il y a un collectif qui s'appelait Koshenko qui n'existe plus aujourd'hui. Ils avaient travaillé à cette question justement. Il y a des gens qui sont sans emploi autour de l'endroit où je travaille. Ils vont participer et peut-être que c'est un moyen de les remettre en selle et on va essayer de voir ce qu'ils savent faire en fait, ou qui ils sont déjà, et après un peu ce qu'ils savent faire et comment on peut faire des choses ensemble. Mais c'était pas simple parce que ça avait été évoqué à la maison d'architecture il y a déjà 6 ans, peut-être plus. Et Koshenko avait parlé de cette expérience qui était difficile à mener parce que la commune après regarde ça d'un autre œil. Enfin voilà, mais ça a déjà été. Je sais pas si vous avez peut-être des expériences. Après, il y a aussi une chose qui peut être faite, c'est d'essayer d'estimer quand il y a vraiment beaucoup de participation active, de temps passé, c'est de regarder. Voilà, j'ai eu tant de personnes qui sont venues, tant de jours, etc. Et en fait, de l'estimer quelque part. Et non pas forcément pour le rémunérer, mais pour en parler avec la maîtrise d'ouvrage et dire voilà, vous vous rendez compte, cette énergie, c'est de l'énergie, mais c'est aussi chacun qui a donné. Il y a 15 personnes qui ont donné chacun 2 heures pendant 3 semaines. Donc si vous aviez fait passer ça dans votre budget, c'était temps, en fait, par exemple. Déjà pour le dire. Donc ça peut se faire aussi dans certains. Après, tous les projets, à mon avis, ne sont pas sur la même ligne, donc on ne peut pas parler de ça à chaque fois. Je pense que ça rejoint aussi cette question du plaisir et de ce qu'on donne en échange, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai 2 gamins, un boulot, des transports. Le soir, le week-end, j'ai pas envie de porter du bois. C'est sûr, quoi. J'ai envie de me balader, de passer du bon temps. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas. Par contre, si effectivement à côté, il y a des gens qui sont là, que c'est sympa. C'est hyper important qu'il y ait cette notion de plaisir. Et je pense que ça nous est tous arrivé sur des chantiers participatifs, des jeunes qui viennent nous voir. Non mais c'est bon, toi t'es payé, pas moi, donc je vois pas pourquoi je vais t'aider.
Enfin, c'est un truc, je pense que ça revient vraiment souvent. Et puis, enfin, moi, franchement, je les comprends. Je dis, bah oui, ça. Enfin, et ils peuvent le faire parce que ça va leur faire plaisir, parce qu'ils vont apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que l'échange, pour moi, il est hyper important. J'ai travaillé avec les Danois et Jan Gehl, où on faisait travailler pas mal d'étudiants sur les comptages de l'espace public, l'observation, le diagnostic, usage. Les étudiants les formaient, ils avaient un catalogue, un petit diplôme. Vous avez appris les méthodes Jan Gehl. Voilà, ça ne demande pas grand-chose, mais c'est de la considération pour ces gens qui nous aident. Leur offrir des repas, voilà, c'est pas forcément quelque chose de matériel, et je trouve que c'est en plus dans les lieux comme ici où les échanges qui sont pas que monétaires comptent. Et il y a pas longtemps aussi, on travaille sur la signalétique d'orientation de la ville de Paris, et on devait organiser on nous demandait de demander l'avis des personnes handicapées. On appelle quelques associations pour avoir un panel de groupes handicapés, aveugles, mentaux, Et puisqu'on essaye toujours quand même d'être représentatif, de réajuster. Là, on n'a pas eu assez de femmes, on va essayer d'appeler plus des femmes. Enfin, je pense qu'on le fait un peu au fur et à mesure. Et j'appelle cette association, les Papillons Blancs, et ils s'occupent beaucoup de déficients mentaux, et ils me disent bon, vous faites quoi pour eux? Quoi? Et, oui, vous savez, ces gens-là, ils vivent avec une allocation de handicap, je ne sais plus combien d'euros c'est, mais voilà, c'est quelques centaines d'euros, on les sollicite vachement, ils participent, ils donnent de leur temps. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Et, ouais, c'est vrai. Et du coup, on a prévu, on a donné à chaque participant un bon d'achat de 50 euros, on a payé leur taxi, et pour eux, c'était juste génial, en fait. Enfin, ça donnait... voilà, ils ont participé beaucoup plus de... Enfin, ils étaient contents, quand on reconnaissait leur expertise, et je trouve que... Je dis pas la rémunération forcément, peut-être on ne va pas donner de l'argent à chaque fois, mais effectivement d'avoir quelque chose en échange, ça me paraît pas délirant, mais je sais pas, je sais qu'on doit profiter tous d'être ensemble et tout, mais des fois ça suffit pas parce qu'on a beaucoup de demandes de plein d'endroits, du coup d'avoir une forme de reconnaissance, je trouve que c'est une vraie question. Donc pour moi, c'est la question de la valorisation de tous les acteurs. Les acteurs, ils ont un rôle, il faut trouver de façon de comment, et c'est une vraie question comment le faire. Peut-être il faut, comme je suggérais, commencer à rentrer ça dans les tableaux Excel, même si ce n'est pas trop. Commençons à insérer les lignes, et après il y a toute la question qu'il y a des choses c'est très difficiles, comme il n'y a pas un poids, on ne peut pas mettre dans la balance la valeur d'une phrase, c'est difficile à comptabiliser, mais il faut essayer, je pense qu'il faut que chacun en tant que professionnel essaye de mettre cette ligne-là, et commencer à comptabiliser, présenter des comptes parce qu'on est capable de payer des choses, des quantités énormes d'argent pour des choses qui vaut beaucoup moins qu'un bon avis ou une bonne présence dans une réunion. Mais moi aussi, je me suis battue énormément sur cette question, et voilà, je pense qu'elle est toujours très ouverte. Merci. On va continuer sur la question des usagers à partir de ce document publié par la mairie de Paris l'an dernier pour faire la promotion encore du budget participatif. Vous avez voté pour les murs végétalisés. Paris l'a fait avec les Parisiens. 40 murs végétalisés dans Paris, avec une carte qui présente la répartition des 40 murs végétalisés dans Paris. Ce qui amène mon avant-dernière question. Comment concilier les attentes et des objectifs parfois très divergents entre à la fois les citoyens, mais aussi avec les commanditaires, les prestataires, les encadrants qui définissent une certaine méthodologie? Est-ce qu'il y a une solution du plus petit dénominateur commun, par exemple? Comment vous faites dans le projet participatif pour réussir à faire une équation qui satisfait tout le monde? Vous n'êtes pas obligé de donner la solution sociale. Je peux commencer? Et donc, je pense qu'on revient à la même chose, c'est l'éducation. Il faut qu'on se forme, il ne faut pas se formater, mais qu'on se forme. Et du coup, on est de plus en plus conscient de la valeur amenée. Et du coup, de trouver petit à petit la place de chacun. Et du coup, quand on comprend tout ça, on va être beaucoup plus respectueux et on aura envie de donner à l'autre. Donc, je pense que ça passe par là. Je ne sais pas si peut-être c'était pas clair. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais comment on fait, c'est ça, pour que ça soit... Que les attentes divergentes puissent converger dans un projet.
Ouais, il faut faire un bon cahier des charges, et le cahier des charges, il faut qu'il soit fait à plusieurs mains, en fait, et plusieurs cerveaux. Je pense que c'est ça, déjà, et pas que au bureau. Mais après, le cahier des charges, ouais, enfin, mine de rien, on a parlé de marché, mais il y a des commandes publiques ou privées, forcément, à un moment. Donc, il faut préciser cette commande, et les gens qui posent la question, il faut qu'ils aient ils n'ont pas besoin d'avoir un gros document, mais il faut qu'ils soient précis et travailler en amont, quoi. Voilà. Et puis il y a pas mal d'empathie. Enfin, je crois que c'est aussi ce que j'ai compris dans ce que tu disais, c'est que comprendre l'autre. Enfin, chacun doit. Enfin, nous, dans tous ces projets participatifs, moi, ça m'a beaucoup appris à comprendre la position de quelqu'un qui bosse à la mairie, qui doit se battre pour que ça se passe différemment, à comprendre la position de l'architecte, qui a toute cette responsabilité, ce stress et de l'architecte et tout, et à comprendre la position de l'élu, à comprendre la position de l'habitant. Et c'est vrai que chacun se mette un peu à la place de l'autre, c'est de l'intelligence collective, mais je ne sais pas s'il y a de la recette pour ça. Baptiste. Je voudrais bien répondre, mais en fait, je ne comprends pas la question. Je suis désolé. En fait, ça fait partie un peu des questions du public avant le débat. C'est si on est dans un processus participatif, on va avoir, rien que si on étudie la question des participants, si on va avoir la dame du 5e étage dans son immeuble haussmannien qui habite là depuis très longtemps, le sans domicile fixe qui vient participer et qui dit mais moi la rue là il y a du prix, ça fonctionne pas, je voudrais pouvoir avoir un accès aux soins, à des produits un tel, donc il faudrait un petit abri, quelque chose comme ça. L'habitant qui lui veut jardiner à tout prix, il veut surtout pas que cet endroit soit utilisé pour un accès aux soins, il n'est pas contre les SDF, mais bon il aimerait mieux pouvoir jardiner à la place. Comment on fait, quels sont les processus qui peuvent être mis en place pour essayer de trouver un terrain d'entente en fait? Alors déjà, on les réunit. Pour moi, c'est la base. On essaye de les réunir, donc de trouver, on parlait beaucoup de moments conviviaux, on essaye de trouver un peu des stratagèmes pour les réunir. Alors, c'est vrai que les collectifs, on est pas mal branchés sur la bouffe ou des choses comme ça, pour tous les réunir, et c'est assez fédérateur quand même. Voilà, l'alcool, on fin de soirée, mais on n'a pas trop les budgets pour ça en fait. On aimerait bien, on n'a pas trop les budgets. On organise des marches aussi tous ensemble. Et c'est vrai que l'idée, c'est de créer les conditions au dialogue et puis de confronter les regards. Donc c'est nous aussi, notre place de médiateur, à bien entendre la parole de Madame Michu, qui effectivement ne veut pas des personnes en bas de chez elle, et puis à l'inverse, une parole opposée, et les mettre en discussion et les mettre en dialogue. Et parfois, on n'a rien à dire, on a juste à être là et à faire entendre la parole de chacun. Et ça, c'est vraiment quand même assez magique, je dirais peut-être pas jusque-là, mais hyper intéressant et pertinent de voir que nous, on peut, architectes, élus, un peu prendre du recul, et juste entre eux, effectivement, ils comprennent des choses, et on se rend compte que les moments de réunion sont assez assez inexistants. Donc c'est à nous de les provoquer là, et à nous de provoquer ces discussions-là. Je pense qu'il y a aussi des méthodes quand même. Quand on avance sur ces projets, à la fois on est très souple, à la fois on a des méthodes. On commence par se fixer des objectifs, on ouvre, ensuite on referme. Quand on a refermé en fait. Et il y a des gens qui débarquent après, on leur explique, non, regardez, il y a eu ça, vous vous rappelez, ou vous n'étiez pas là, mais on a décidé ça à telle occasion, ça a été validé, on ne revient pas là-dessus. Et je trouve que moi je trouve que les gens, globalement, quand c'est clair, quand il y a la preuve que ça a été fait comme ci, comme ça, moi je trouve qu'on a des bons retours. La place Makarenko, qu'on a travaillé avec Guillaume à Ivry, où on disait assez vite, on disait c'est une place d'école, devant une école, devant une maison de quartier, c'est une rue, c'est plein de choses différentes, c'est devant un SAMU social aussi, voilà, c'est pas une chose évidemment. Et je sais, c'est tout simple, mais on a travaillé avec une classe de CM2 sur qui eux ils dessinaient plein de choses, je sais pas, n'importe quoi, un terrain de karting pour cette place. On leur disait, non, rappelez-vous, dans les axiomes de la place, il y a ça doit être pour tous. Donc ton petit frère, s'il y a une voiture qui roule, ça va pas le faire, est-ce que tu es d'accord? Et les gens, moi je trouve qu'il y a aussi des méthodes de discussion et d'avancer dans le projet qu'on cadre, et qu'il faut
Enfin, faut être aussi assez rigoureux, c'est ça qui est difficile dans ces métiers. Il faut tout le temps genre très souple, très sympa, très conviviaux, mais en même temps, faut être rigoureux, faut des comptes rendus, faut des documents, des évaluations, dire bah non, on a regardé ça, ça marche pas. Des gens sérieux effectivement qui nous disent non, regardez, le coût de bordure c'est trop cher, on peut pas le faire. Enfin, mais je trouve que les gens globalement comprennent quand on. Faut que ça soit pris. Faut que ça soit bien communiqué en amont. En fait, il y a des préalables. Effectivement, il faut avoir bien communiqué en avant en disant, bah voilà, il y aura des étapes, il y aura plusieurs étapes pendant X mois. La durée d'ailleurs de ce dialogue très ouvert, il faut que ce soit très clair au début, je pense. Et souvent, dans les cahiers des charges, c'est pas toujours bien cadré enfin, ce temps très long n'est pas prévu. Et ça, c'est dommage parce que forcément, ça mûrit progressivement, en tout cas par étapes. Et de trouver les gens, les personnes, les habitants, enfin les groupes qui représentent, qui sont assez représentatifs du lieu. Par exemple, là, je parle de la place Macarenco et Ivry-sur-Seine. Il y a forcément la maison de quartier, les gens qui gèrent la maison de quartier, la concierge qui habite dans la maison de quartier, il y a l'école en face, donc forcément les parents d'élèves, etc. Il y a des gens qui ne font que traverser l'espace. C'est de voir si à chaque fois ça représente un petit peu tout ça. Est-ce qu'on est toujours est-ce qu'on a les personnes représentatives du lieu qui sont là et qui sont bien là et bien représentées et qui vont nous accompagner pendant toutes les étapes. Alors, alors, maintenant je comprends un tout petit peu mieux, mais donc, ce que je pourrais dire, c'est, nous, en gros, notre collectif, il était pour plus de végétalisation. Donc, on allait dans le sens des élus, de la mairie. Je crois que, en dehors de la conjoncture où il se trouve que on a réussi à faire quelque chose avec Coloco sur l'agriculture urbaine. En dehors de ça, on n'a pas réellement réussi à faire quelque chose avec eux. Et donc ça, c'est une chose. Et l'impression générale qu'on a, et qui a peut-être une certaine logique, hein, c'est que des collectifs un peu déjà créés, organisés, ils sont déjà suffisamment entendus par les pouvoirs publics, par les élus. Donc pourquoi pas, ça pourrait se comprendre que c'est les gens, pas forcément dans les collectifs, pas déjà organisés, pas déjà représentés, pas dans les conseils de quartier, etc., qui peuvent participer. Et les gens de Coloco, ils ont réussi à faire participer des gens qui normalement ne participent pas, qui sont par exemple des gens un peu à la rue, qui traînent un peu sur la place de la Nation, des gens qui n'ont pas de lieu. Donc ils ont réussi à faire participer ces gens-là. Ils ont surtout fait participer des étudiants qui sont intéressés par leur démarche. Et là où ça n'a pas marché, là où nous qui étions, donc on allait dans le sens, on savait dans quel sens on allait, on était pour plus de végétalisation. Ok, c'était un peu normal qu'on ne soit pas... On savait très bien se faire entendre nous-mêmes, mais là où ça n'a jamais marché, c'est des gens qui étaient, on va dire, plus ou moins opposés à un mouvement de la ville de Paris. Jamais ils ont réussi à les faire participer. C'est-à-dire, par exemple, dans mon conseil de quartier, il y a des gens qui sont dans un truc qui s'appelle la commission de transport, et en fait la commission de transport c'est essentiellement pour dire c'est très hidalgo-bashing. Jamais ils ont voulu mettre les pieds dans les barbecues de Coloco. Les gens qui sont passés c'était des gens convaincus. Ou des gens hors cadre. Les gens hors cadre, ils ont réussi à les impliquer, genre des gens qui venaient, qui sont sur la place de la Nation parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre lieu pour eux. Ceux-là, ils ont pu les mettre dans le jeu. Les opposants, c'est pas trop possible. Mais je sais pas si c'est possible. En fait. Alors, je ne dis pas qu'on a réussi complètement,
Mais on a réussi à retourner quelques personnes qui étaient très très opposées au projet, et en les rassurant, en mettant du temps, et c'est du temps et c'est beaucoup d'énergie, et c'est vrai que passer du temps avec des gens qui font du bashing en permanence, et aussi il faut donner de sa personne, hein, c'est un peu... mais par la discussion et vraiment par la rencontre avec l'autre, parce qu'effectivement nous on représente, dans ces démarches-là on représente la municipalité, donc on est très bien, mais quand je disais tout à l'heure, faire parler d'autres personnes qui ont des avis contradictoires, c'est très efficace, enfin, vraiment c'était très efficace. Donc on n'a pas réussi à convaincre, là il y a une association donc, qui était dans Debout, on n'a pas réussi à la convaincre complètement, mais il y a quelques personnes qui étaient très réticentes au départ et qui ont été un peu apaisées. Donc, et pas par nous, c'est vraiment par la mise en situation de discussion avec l'autre. Donc, je pense que ça c'était assez intéressant à observer. On va passer à la dernière question rapidement avant de prendre les questions du public. Donc pour la dernière question, je vous ai proposé une photo de Vernation qui jardine à la pioche avec Coloco encore une fois. Dommage qu'il soit pas là ce soir. Pablo, si tu reviendras un autre jour. Donc sur la place de la Nation, la question était, donc on a parlé de préfiguration, d'expérimentation, de micro-projets. Comment ces approches éphémères peuvent s'inscrire sur le temps long, notamment quand la maîtrise d'ouvrage insiste sur une réversibilité des aménagements. Je sais que c'était ce qui était vraiment mis en avant sur la petite ceinture. Comment l'avant-projet nourrit le projet final? Je vais parler de l'exemple de la petite ceinture. Effectivement, par l'expérience. Alors, j'ai parlé beaucoup, et c'est vrai que ça a été beaucoup l'objet de nos ateliers. C'était rassurer les gens que l'ouverture de la petite ceinture n'allait pas être le synonyme de flot, de boulevard urbain, de tout Paris qui allait venir au pied de chez eux. Donc l'expérimentation, mais on a commencé nous à construire, on attend ce retour-là de l'expérience, mais ça permet d'y aller, c'est de l'acupuncture urbaine, quoi. C'est plutôt que de dire voilà le boulevard urbain on va le construire, on va juste positionner un petit mobilier là, on va voir ce qui se passe. Et ça, peu à peu, on observe les usages et effectivement, on arrive à peut-être changer, modifier la vision qu'avaient les personnes. Voilà. Donc moi, je parlerais vraiment d'acupuncture urbaine pour... voilà, on montre comment ça va évoluer. Puis après, la réversibilité, c'est vrai que on peut l'interroger. On dit finalement, c'était peut-être pas le bon endroit, c'était le bon usage, la bonne chose, mais peut-être pas le bon endroit. Donc ça permet aussi de réajuster et ça rassure les gens. Quand on leur dit, mais vous inquiétez pas, tout ce qu'on va faire est réversible, pour moi, c'est aussi une méthode c'est peut-être de la manipulation, mais bon, je ne l'entends pas comme ça. Mais c'est vraiment, rassurez-vous, rien n'est définitif, rien n'est figé. Vous allez pouvoir, non, sur la petite ceinture, je pense qu'on a eu une assez mauvaise expérience, parce qu'on est intervenu avant le travail d'Anne et de son collectif, et on a travaillé 8 mois d'arrache-pied, et il y a eu un blanc de 6 mois. Et les habitants étaient très mécontents. Nous, on s'est défoncé pendant 6 mois, les habitants aussi. Il y a un blanc de 6 mois, une équipe qui a la meilleure volonté du monde, mais qui arrive 6 mois, il ne se passe rien, alors que la ville a dit ouais, ça va être super. Nous, on leur a dit mais non, vous inquiétez pas, c'est pas nous, mais ça sera super. Enfin, nous, je pense ça a été une assez mauvaise expérience de continuité. Et je pense que les villes, il faut qu'elles se mouillent plus, quoi. Enfin, honnêtement, moi, je trouve que c'est très, 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 très difficile cette continuité. Souvent, elle ne marche pas. Souvent, après cette phase euphorique éphémère, ça fait flop, quoi. Enfin, c'est le bon exemple que j'ai, finalement, c'est encore la place Makarenko avec Guillaume qui est ici, parce que c'est le maître d'œuvre qui nous est associé, en fait. C'est l'architecte qui, lui, avait déjà le marché de construction. Il savait qu'il allait construire quelque chose, qu'il avait le budget pour derrière. Du coup, ça a été fait, et avec des matériaux en dur et avec un budget de maîtrise d'œuvre. Et là, c'est chouette, quoi, puisque les habitants, dans 10 ans, ils auront encore une place. La petite ceinture, nous, un an après quand on y était, c'était super, et aujourd'hui, il se passe plus rien, et c'est de la faute de... Et je pense que aux villes, il y a trop de turnover, quoi. Quand aujourd'hui, la ville de Paris, c'est vrai que je pense, ils ont aussi beaucoup de pression, les gens qui travaillent au service de la ville de Paris, notamment sur ce budget participatif. On leur a dit, il faut que tout soit sorti dans 2 ans. Eux, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire un budget participatif, ils étaient comme nous, avant. Et ouais, du coup, il y a beaucoup de gens qui changent aussi de métier et
ils portent pas sur le long terme, quoi. Non, je suis complètement d'accord avec toi, mais pour moi, je ne remets pas en question le côté éphémère. Si c'est suivi effectivement rapidement de choses, ce qui a été problématique là, c'est la frustration qu'on a créée, qui a été créée. C'est-à-dire, on a construit des choses et on a apporté des relations, on a apporté le discours de la continuité. Il y a une rupture. Et ne plus être sur un site pendant 6 mois, c'est énorme, c'est absolument énorme. Le travail de mobilisation des habitants est très compliqué, très complexe. Et on disparaît pendant 6 mois avec une nouvelle équipe qui remet 6 mois à s'installer. Donc effectivement, on a perdu énormément d'énergie. Ça montre que les maîtrises d'ouvrage, elles ne sont pas complètement rodées à ça et au type de marché qu'il faut développer pour ça, quoi. Enfin, mais pour moi, ça ne remet pas en question le côté éphémère et temporel et expérimental. Mais pour... Alors moi, en fait, sur l'histoire des places, je crois que techniquement, par exemple, il y a eu un problème sur la ville de Paris, c'est qu'il y a eu une personne, a priori, d'après ce que j'ai compris, qui était tout à fait convaincue des méthodes et qui ensuite s'est retrouvée déplacée sur une autre priorité, et la personne qui est arrivée après, apparemment, a tout bloqué. Elle m'a dit moi je veux rien commander à Coloco. Non, Coloco, vous n'avez plus rien à faire ici. Et à Coloco, ils attendaient leur bon de commande, et s'il n'y a pas de commande, ils ne peuvent pas travailler, quoi. Donc ça, on n'aurait peut-être même pas dû savoir ça, parce que c'est à force de recouper les informations qu'on a compris ça. Mais c'est vrai que, par exemple, lorsque on a dit que Coloco avait tel ou tel, je sais plus, ils avaient une certaine régularité sur la place dans leur conteneur, et puis finalement, les gens n'étaient pas là, les opposants ont dit, moi je suis passé au moment où il était prévu, ils n'étaient pas là, alors c'est quoi, c'est rien. Ça décrédibilisait le truc. Sur d'autres places où finalement c'était pas ces gens un peu, cette agence donc qui a le nom de collectif, on a vu des choses, par exemple, moi j'ai suivi un petit peu le truc de Bastille, où le budget il était acquis par le collectif. Il y a eu des travaux approfondis sur les trucs de vélo, qui ont été beaucoup plus approfondis, parce que finalement leur budget était sanctuarisé, alors que là il y avait un truc qui était... Là, je ne sais pas si je suis très clair, mais il y a un truc où je trouve que la ville de Paris a raté complètement sa commande, à mon avis, c'est que ils auraient dû utiliser des gens comme Coloco pour rendre les services de la ville plus agiles, plus capables de faire des projets peut-être plus vite et de façon un peu plus intelligente, comme on voit sur des budgets informatiques où, quand on passe au mode agile, il y a des agences qui viennent et qui rentrent dans les services informatiques, qui font venir, il y a une petite équipe qui se retrouve embrigadée dans une nouvelle méthode où on n'est plus en train de faire des cahiers des charges et puis de dérouler le cahier des charges, et puis finalement le projet est livré 2 ans après, et puis ne correspond plus du tout aux besoins. Si le Coloco avait eu comme mission de mettre en action les gens qui s'occupent de la circulation des routes, on va dire, s'ils avaient eu comme projet, si ça avait été dans leur mission, de les mettre dans une nouvelle dynamique, je pense que
le bilan aura été plus positif et les compétences de Coloco auraient été mieux utilisées. En effet, là, c'est tout à fait ça que j'écoute. Ce que tu dis, c'est la question d'ouverture des institutions et des différents savoirs et comment on fait dialoguer les acteurs et leur savoir-faire. C'est un gros débat. Et en plus, on fait ça à moitié. Ces opérations, ça exprime qu'on fait ça à moitié. On n'est pas encore capable parce qu'il faut aussi former à ça. Et revenons un peu du coup à ta question, de mon côté, je pense qu'encore une fois, il faut prendre un peu de recul et se dire que, encore une fois, expliquer que toutes les phases sont importantes. Donc la phase de marquetage, c'est justement expliquer le processus créatif dans ces phases. Il y a toute une valeur à chaque phase. Donc c'est important, le premier dialogue, le barbecue, il y a une valeur. L'esquisse, il y a une valeur. La VP, la maquette de rue, il y a une valeur. Le final, il y a une valeur. Mais tout a une valeur. Et tout ça, ça te permet d'avancer. Et après, il faut prendre la distance en se dire tout est réversible. Après, c'est une question d'échelle. Voilà, un banc avec 2 palettes, ça dure 6 mois. Un banc en public, ça dure peut-être 6 ans ou 20 ans, ça dépend de la ville. À Paris, ça va très vite. Et après, un immeuble, ça dure 60 à 100 ans. Une rue, justement, elle est plus pérenne, mais même elle peut changer. Donc, il faut juste que, encore une fois, venir à la formation et à faire comprendre qu'il y a différentes échelles de temps et d'espace et que chaque phase du projet, soit avec la maquette, il y a une valeur. Et les architectes qui donnent un croquis comme ça, ils sont en train d'envoyer leur valeur à la poubelle. Il faut juste être sûr de notre capacité, ça va le mettre. On a inventé, Sapiens parle de ça, la monnaie, l'argent pour savoir mettre un chiffre devant, mais il faut qu'on sache nous valoriser, valoriser les autres. Donc moi je dis que voilà, ces opérations de Coloco, elles ont toute la valeur, il faut les intégrer comme une autre action. Mais voilà, je suis très pour valoriser tous et toutes les phases. Et parce qu'un projet qui en rate les phases, c'est très dur, parce que c'est important. Même par exemple, excusez-moi, c'est que je trouve vraiment, par exemple, il y a des maquettes, le problème, là je vais dévoyer un petit peu, mais par exemple, les 3D numériques, c'est un sujet ça m'a toujours déprimée, parce que justement, on est en train de se précipiter, en plus dans une image, un papier qui n'a même pas de volume, vers un résultat final très vite. Et en fait, un projet, j'aime beaucoup les outils modernes, mais aussi certains anciens, qui permet, justement parce qu'une maquette à échelle en 1000, ça ne nous permet pas de voir certaines choses. Et c'est mieux, parce que du coup, c'est bien dans cette phase pas encore voir certaines choses. Et l'histoire d'entrer dans ces marchés qui veulent tout de suite avoir très vite la fin, on rate. Et il faut valoriser le processus. Et on rate beaucoup. Et des choses qui m'ont beaucoup perturbée, c'est qu'on rate à millions et millions. Et avec des architectes qui savent très bien payer. Non, pas tellement, si ce n'est que oui, c'est bien de dénormer les processus, mais non, mais je voulais juste dire que le participatif, je sais pas, on disait tout à l'heure, c'était un avant, ta question c'était un avant-projet du projet, mais pas toujours, en fait, des fois, avec des méthodes, on implique les gens sur certaines tâches particulières, on peut aller jusqu'au bout, on a mené un projet comme ça dans la Drôme, on a réalisé, là on était constructeurs vraiment, des fabriques autour d'un thème, autour du thème animal. Et on a ciblé vraiment des groupes de personnes parce que c'était les voisins d'un espace naturel sensible ou parce que c'était les gens qui allaient gérer le site plus tard, les éco-gardes, on appelle ça, c'est les gens qui gèrent les espaces naturels sensibles dans les départements. Et ils ont été impliqués à des tâches, donc là c'était participatif, mais c'était pas un avant-projet, c'était le projet final. Donc la participation, elle n'était pas en amont et dans le dessin du projet, mais dans la mise en œuvre. Donc, à mon avis, il n'y a pas de. Des fois, ça peut être ça, et on peut aller jusqu'au bout. Des fois, c'est très en amont, et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de. Je pense que il n'y a pas de règle trop précise. Il faut un minimum de budget quand même pour que les choses durent un certain temps. Voilà. Non, mais là, en l'occurrence, oui, c'est ça. Il y avait quand même un budget par. Voilà, merci à tous. C'était la fin des questions. Maintenant, nous allons prendre les remarques du public. Oui. Alors, je vais faire voyager le micro. Je vais venir.
Bonjour. Du coup, je reprends un petit peu ce que vous disiez, monsieur, je ne sais pas beaucoup. Sur alors, le fait que la mairie aurait dû faire appel à des gens comme Écolocaux. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe, même si ça prend son temps, parce que je suis designeuse et que je travaille à la ville de Paris depuis très peu. Et donc, on est deux dans toute la mairie. Mais bon, on va dire que ça commence à porter ses fruits, toutes ces démarches-là, mais qu'elles sont encore super difficiles à comprendre et à saisir par les services. Il y a encore beaucoup de personnes à qui il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'aller voir les usagers, etc., etc. Mais j'ai envie de dire presque autant que dans le monde de l'architecture, où en fait, si je ne me trompe pas, ça fait pas très longtemps que les architectes s'intéressent à l'usage. Enfin, désolé tous les architectes de cette salle, mais non, je veux dire d'aller vraiment faire la démarche, d'aller voir les gens qui vivent le bâtiment. Enfin, je pense vraiment pas me tromper pour dire que ça fait pas super longtemps. Donc, pareil, chez les architectes, ça prend du temps. Alors, dans l'institution, je vous en parle même pas. C'est vraiment l'horreur. Et en fait, ma question, c'était autour de... donc là, les projets qui ont été décrits, j'ai l'impression qu'il y avait un moment, vous avez utilisé le terme convaincre. On a essayé de convaincre les opposants, les gens qui n'étaient pas d'accord. Vous avez dit, ok, nous on voulait faire de la végétalisation, donc on est allé avec notre projet de végétalisation, etc. Et en fait, je questionne vraiment l'intention quand on parle des usages, parce qu'en fait, et du coup, à quel degré on se place nous-mêmes, en fait, en se remettant en question. En disant ok, moi j'ai l'impression de vouloir faire un truc super bien parce que je veux faire de la végétalisation, et la végétalisation c'est cool, c'est bien pour les gens même s'ils s'en rendent pas compte. Alors c'est peut-être là où ça commence un peu à dévier. Et en fait quand justement on interroge les usages, est-ce qu'en fait les gens voulaient vraiment de la végétalisation place de la nation, et dans quelle position on se place quand on a déjà nos prérequis et nos intentions, toutes bonnes qu'elles soient, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème à ce niveau-là sur l'intention avec laquelle on vient faire un projet, et qu'en fait l'idée ce serait pas juste de venir tout blanc comme neige en disant allez-y, parlez-nous de vos problématiques, etc. Alors, on a essayé de les convaincre du bien fondé de l'ouverture. On n'est pas allé au-delà, parce que c'était c'était des réticents, mais de l'ouverture de la petite ceinture au public. C'était ça le point de crispation. C'était vraiment ça. On n'a même pas abordé la question d'usage avec eux et de l'aménagement, parce que c'était juste, il y avait de telles réticences et de craintes, c'était juste ça. Donc, préciser que c'est clos, que voilà, c'est des talus qui sont creux, qu'il y a des clôtures. Et là, c'était justement un endroit où la petite ceinture était au niveau de la rue. Donc là, il y avait vraiment une promiscuité directe, et que jusqu'à présent, ces personnes-là, ce lieu-là, la petite ceinture était vraiment en fait leur jardin privatif. Enfin, ce qu'on a compris à l'observation des usages, c'est ce qu'on en a déduit. Donc ils voyaient effectivement l'invasion de leur espace privatif. Donc il fallait juste un petit peu... voilà. C'était ça, juste de manière très modeste. Et puis ça revient à la question de méthode quand même, parce que la commande qui était passée à ce collectif par la ville, légitimée par le budget participatif, c'était d'ouvrir la petite ceinture. Donc en fait, je crois que c'était aussi que c'était... Peut-être convaincre, c'est un mot, c'est vrai que c'est peut-être maladroit, mais c'est juste que aussi c'était comme ça en fait, que la décision politique, le budget participatif faisait que aujourd'hui on discute de l'ouverture de la petite ceinture. C'est le problème qu'on pose, donc est-ce qu'elle doit être ouverte un jour par semaine, un jour par mois, 24/24 ou pas? Ça, c'est les questions auxquelles vous devez répondre. Mais le principe d'ouverture, il était déjà fini, et effectivement on ne peut pas toujours revenir. Il était en permanence questionné, mais nous on a été missionnés de manière très claire, et aussi ça a légitimé, la mairie de Paris était légitime dans cette question-là parce qu'il y avait eu des votes participatifs qui ont été votés. Donc ça aussi, ça nous a servi dans l'argumentation. On ne peut pas revenir en arrière, c'est aussi quelque chose de démocratique. Mais après, rien n'empêche effectivement les gens qui sont contre de se monter en collectif, mais par contre, leur interlocuteur, ça pourra plus être vous, il faut qu'ils remontent aux politiques, et effectivement, il faut que ça reste ouvert.
Voilà, donc on était aussi missionnés pour du coup apaiser ces tensions-là et passer du temps d'explication et justement sortir de ces réunions publiques extrêmement violentes et par la démonstration, par la balade, la découverte, le bien-être sur cette ceinture-là avec des gens qui n'ont pas la même vision, de partager ça. Voilà, c'était ça la méthode. C'est pas magique, hein. Enfin, les gens qui sont très dans le cas, enfin, pour la place de la Nation, Coloco, leur grande spécialité, c'est les espaces verts. Et le nom de leur s'appelait Jardination, je crois. Nous, on était un collectif, donc on avait aussi le terme collectif, mais on est un vrai collectif, c'est une agence. Et nous, on avait cet objectif d'avoir un truc plus vert. Moi, la seule chose que je trouve dommage, c'est que entre les services de la ville qui s'occupent des espaces verts et Coloco, il n'y avait aucune mission de travailler ensemble, et même au contraire, c'est même ridicule. C'est-à-dire que Coloco avait débitumisé une partie de trottoir qui n'avait plus d'utilité, qui était devenu ils avaient mis du gazon, et la DEV avait l'interdiction des chefs de dire aux jardiniers de la place de travailler avec eux, mais même ils ne voulaient pas tondre la pelouse à cet endroit-là. Donc, si je peux faire un petit point de technique, la DEV c'est seulement un service exécutant et du coup ils ne prennent aucune. Alors, non, c'est eux qui nous payaient. C'est eux qui nous payaient. Ah non, mais les budgets c'est. Ah non, mais nous, c'est un grand problème. C'était une de nos maîtrises d'ouvrage. Donc, nous, on était payés par la DEV. Donc, si on ne faisait pas bien quand même, on n'était pas payés non plus. Donc, c'était pas que des exécutants. Et c'est la grande difficulté, mais je voudrais laisser on en parlera après. Mais je voudrais peut-être laisser les questions. Je voulais juste ajouter, parce que je trouve quand même intéressant le débat, on l'a bien fait. C'est que, en fait, je trouve super tout ce qui tu nous amène en disant justement il y a un gros travail dans la vie. Donc, tant mieux qu'ils ont commencé à être sensibles à ça. Je pense qu'effectivement, les architectes, il y a toute une génération qui n'était pas formée à ça. C'était l'architecte Dieu, etc. Donc, le Star System s'est un peu effondré petit à petit parce que le budget a disparu. Et il y a aussi, du coup, on est une génération d'après qui réagit dessus. Donc, on n'a pas envie de faire des bâtiments qui, voilà, et qui coûtent une fortune, quand il y a plein d'autres choses basiques à gérer. Donc, on est un peu revenu sur Terre parce qu'on était obligés, parce que peut-être si vous nous avez donné des moyens d'être le Star System, on était encore là à faire des Star System. Mais je te remercie d'avoir mis ça sur la table. Je pense que c'est important de comprendre que des deux côtés, il y a tout ce travail qu'il faut faire et qu'effectivement, dans les architectes, on est très lent. Et aussi parce que tout ça qu'on dit ici, ça vient complexifier. Les tableaux Excel, tous les systèmes qui est mis, on est dit non, il ne faut plus faire comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour un architecte de dire c'est comme ça, j'ai la bonne idée, en plus c'est joli, voilà, et c'est fait. Et tout ce qu'on dit, ça complexifie énormément. Et même nous, on ne sait pas le faire si on est, parce que voilà, et donc c'est difficile. Mais merci. Alors bonsoir. Alors moi c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt un élément de réponse que je vais apporter à la question. Alors déjà pour la DEV, c'est 5000 agents. Je ne sais pas si vous imaginez avec le Paris. 5000 agents, c'est je ne sais plus combien de services. C'est une direction, la DEV. Donc du coup, entre chaque service, il y a des fonctionnements complètement différents. Donc ça c'était un premier point technique. Après pour répondre à... Oui, mais pas pour la DEV. C'est ça. Oui, pardon. Et pour répondre à un point qui me semble important, moi je fais partie de ces citoyens engagés dans l'espace public
en plantant d'ailleurs du comestible dans les rues de Paris, bien avant l'autorisation de la ville de Paris par le biais des permis digitalisés. Du coup, nous, à l'époque, les opérations qu'on faisait, elles étaient souvent, alors, elles étaient autorisées, mais c'était toujours à la limite entre ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire, c'était un peu complexe. Donc on avait différents moyens d'action de le faire et de le mettre en place. Dans ta question, il y avait quelque chose sur quelle place peut prendre un projet et comment on fait quelque chose par rapport à la vision d'ensemble. Moi, dans mon optique, en plantant du comestible, c'était une question aussi de qu'est-ce que c'est que l'espace public, comment on peut essayer de s'approprier un peu cet espace, à qui il appartient, à tout le monde, à personne, et à la fois, si on veut qu'il évolue vers un sens qui nous plaît, et essayons de trouver des possibilités de le faire. On a eu de la chance, quelques années après, on a eu le permis digitalisé qui a été créé. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qui ont eu lieu bien avant le budget participatif et toutes ces actions. Donc voilà, je voulais porter un point dessus. Moi, ce serait plutôt sur un partage d'expérience, en fait. Donc avec Thomas qui se cache derrière le bar. En fait, tous les deux, on s'occupe du kiosque citoyen qui est sur la place de Ménil, donc pas très loin. Pardon. Et donc, en fait, tous les deux, on travaille depuis 2 ans chacun. On y est quand même, du coup, on connaissait bien le coin. La place de Ménil, elle a ça de particulier que c'est pas vraiment une place. Enfin, en tout cas, l'image qu'on a d'une place, ni comme place commerciale, ni comme place finalement d'agora où on se rejoint, etc. C'est plutôt vraiment une zone de transit avec énormément de voitures, c'est très bruyant, c'est très fatigant comme place. C'est exactement l'image qu'on a de Paris, je pense, avec des entrées de métro à peu près aux 4 coins de la place. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 des entrées de métro. Et on a essayé, enfin je dis on, en réalité le kiosque citoyen c'est la mairie de Paris qui a lancé ça en 2015, c'est ça, je me trompe pas, en 2015, et en fait c'est 3 expérimentations qui ont été faites dans le 12e, le 14e et le 15e. Le 14e et le 15e ont échoué, donc exit. Nous on est là dans le 12e depuis 2 ans, il existe depuis 3 ans ce kiosque. On essaye tant bien que mal de le faire survivre. C'est pas négatif ce que je vais dire parce que pour moi c'est une expérience exceptionnelle ce kiosque citoyen. Ça a été créé finalement pour que les gens se rencontrent dans cet espace public qui est très compliqué, voilà, sur une place qui n'est pas réellement une place puisque au milieu on a juste une fontaine, donc on n'a pas du tout de centre historique. Nous on est sur un coin de la place, donc un peu reculé. Ça a été créé pour que les gens se rencontrent et en réalité on voit toute la difficulté de ce lieu. C'est que notre public à nous, depuis 2 ans, c'est un public très précaire, de femmes en majorité, de femmes âgées, issues de l'immigration beaucoup, de personnes sans abri, et en fait on se rend compte, et aussi beaucoup analphabètes. Ça part d'importance qu'à chaque fois qu'on lance des projets type budget participatif et qu'on leur demande de voter et de lire un super bouquin, les 3/4 de notre public sont analphabètes. Donc on va leur lire, mais on a l'impression vraiment que là-dessus, on n'est pas très objectif. On leur dit si, ce projet il est vachement bien, regarde, je vais te le lire. Et en fait, c'est un peu complexe parce qu'ils nous vont dire ah oui, ça c'est bien, vas-y, vote pour ça. Et bon, voilà, c'est là qu'on se rend compte que le budget participatif, ça a un peu sa part de mystère quand même. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis pas négative sur la concertation, tout ça, mais je me rends compte quand même que depuis 2 ans que j'y travaille, en réalité, les gens qu'on entend dans le quartier, ce sont plutôt une part minime de propriétaires autour de la place qui sabotent le projet depuis le début sans même prendre conscience de l'importance de ce projet, sans même prendre conscience du public qui existe, sans même prendre le temps de les rencontrer. En fait, ils passent leur temps à faire des... comment on appelle ça là, ces feuilles qu'on signe tous là, des pétitions. Alors ça, c'est la passion, les pétitions. Oui, dernièrement, on a vu des mails aussi de dans ma rue. Alors ça, c'est génial, ils adorent ça. Ils font des pétitions en disant c'est un lieu sale avec des gens sales. Voilà, en fait, des pauvres, clairement, hein, si on les identifie comme ça. Et en fait, ils ne supportent pas le projet parce que c'est vraiment un lieu de rencontre et ça a toute sa connotation négative qu'ils veulent y mettre. Et du coup, moi, la concertation, c'était la question en fait précédente que personne n'a compris. C'est cette question de la complication de cette concertation, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien faire parler les personnes SDF, j'aimerais bien faire parler ces personnes analphabètes qui sont très nombreuses, on n'a pas l'impression, hein.
Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait quand même toujours parler les mêmes, ceux qui veulent bien parler, c'est-à-dire ceux qui sont négatifs. Donc la mairie écoute beaucoup ces gens-là parce que finalement on les entend beaucoup. Et encore, hein, on est quand même le dernier projet de kiosque citoyen, donc ça veut dire que la mairie est de notre côté. Ça, c'est pas partout. Mais en l'occurrence, on les entend beaucoup. Et en fait, on n'entend jamais les gens contents. Voilà, donc j'ai essayé de lancer des pétitions des gens contents. Ça a été très compliqué parce que bon, les gens m'ont dit bah, je sais même pas écrire mon prénom. Enfin, ça a été compliqué. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose aussi vraiment à réfléchir. Est-ce qu'on n'entend pas toujours les mêmes personnes? C'est bien pour ça qu'on est là. Moi, c'était vraiment ça. Je suis partie de ce constat-là, des réunions publiques où j'entendais toujours des gens pas contents. Et donc, comment trouver des stratagèmes pour capter d'autres personnes. Alors, pas forcément que des happy people super contents tout le temps, mais voilà, un autre public qui prend pas le temps d'aller râler faire des pétitions, donc c'est pas le sujet, mais qui prendra plus le temps de faire des choses un peu plus sympathiques. Mais il y a des gens chouettes quand même, hein, heureusement. On y croit si on ne serait pas là. Oui. Et puis il y a un gros outil qui est, enfin, je pense qu'on utilise tous, qui est les structures relais. Quand vous avez les personnes déficientes mentales, moi je vais pas les chercher dans la rue, il y a des associations et quand on se rend compte qu'on n'a pas assez de femmes, on va voir, je sais pas, on va voir des, je trouve qu'on a de la chance. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des associations, des bibliothèques, des médiateurs, des endroits comme vous ici, des gens qui connaissent le terrain et ça c'est des super outils quoi. On n'est jamais tout seul quoi. Parce que moi je sais pas gérer directement on a nos limites aussi quoi. Je sais pas. Alors au début de sur l'intérêt de la participation, du budget participatif, pardon. Alors, en tout cas moi qui ai beaucoup participé à des réunions publiques. Dans les réunions publiques, c'est vraiment essentiellement des opposants. Et en gros, ce qu'ils disent n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, c'est de l'information. La réalité de la confrontation, c'est de l'information. Donc il y a des têtes blanches qui sont là, qui disent qu'on ne veut rien changer, mais de toute façon, ça se fera quand même. Donc c'est un dialogue de sourds. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que l'intérêt, effectivement, c'est éventuellement... Mais il faut quand même que les trucs qui... Parce qu'un des problèmes du budget participatif, par exemple, ça a été que les choses qui ont super bien marché, ensuite, ils ont été enlevés. Les trucs qui ont super bien marché, comme les trucs d'aménagement cyclable, etc., il y a des associations qui sont créées là-dessus, on les a enlevés. La végétalisation, on l'a enlevée. Enfin, bref. Mais bon, ça, c'est un premier truc, c'est un problème de la ville de Paris, et je pense que la ville de Paris, il faut aussi qu'elle change. Parce que par exemple, si je reprends le truc de Nathan, les gens de la DEV, ils sont 5000 peut-être, mais j'ai discuté un peu avec des jardiniers de base, entre le jardinier de base avec son apprenti et l'ingénieur qui est simplement au niveau opérationnel, c'est-à-dire simplement dans l'arrondissement, il y a 5 niveaux hiérarchiques. Ça peut pas fonctionner. Enfin, je veux dire, ça peut pas fonctionner. Et leur truc, ça s'appelle des brigades. Déjà, c'est un mauvais départ. Et quand je vois, c'est là où je trouve que c'est dommage que des gens comme Coloco qui ont quand même un petit vernis autour de la végétalisation, si on les avait s'ils avaient été utilisés pour mettre en mouvement les services, on aurait obtenu un truc sans doute beaucoup plus intéressant. Et quand moi je m'étais un peu incrusté dans un truc qui sert à la ville de Paris pour motiver les agents, qui est un truc de une sorte de je sais plus comment ça s'appelle, Flore Déco, je crois, un truc comme ça, où il y avait un jury professionnel qui allait déterminer quels étaient les meilleurs arrangements floraux. Décoflo. Et puis, ils avaient fait aussi un truc où les gens qui avaient fait le permis végétalisé faisaient partie d'un jury pour déterminer ça. Donc, il se trouve qu'on était invités un peu de façon, comme des étrangers, dans un truc qui était pour
motiver les services et leur dire vous avez bien fait dans les différentes catégories de décoration florale. Et il y avait la directrice de la DEV, et puis ensuite, etc. Ça ronronnait, jusqu'à ce que l'élu fasse son discours à elle et dise moi je sens que les habitants, ils auraient envie de jardiner avec les jardiniers de la ville. Et là, il y a eu dans l'assistance du brouhaha, parce que ça ne correspondait pas du tout, au fond, à la structure de la ville, à la structure du service. C'était complètement nouveau. Et effectivement, ça ne se fait, pour le moment, il n'y a rien de tel qui arrive. Merci Jean-Baptiste, ce sera le mot de la fin de nos échanges officiels pour le moment, mais selon la formule consacrée, je vous invite à continuer les débats autour d'un verre ou d'un dessert, puisque le bar doit toujours servir. Merci énormément à tous nos intervenants qui sont venus exprès pour nous ce soir. Et merci à vous public, vous êtes formidables.